Bonsoir à tous. D'abord, désolé pour ce démarrage tardif et merci pour votre patience qui a permis au plus grand nombre de nous rejoindre et d'être avec nous ce soir dans cette salle bien pleine. Je suis particulièrement honoré de prendre part à cette importante soirée à l'initiative des Nouvelles d'Arménie Magazine et de la revue La Règle du Jeu, en vue d'une pleine reconnaissance en France et au-delà du génocide arménien. Il y a tout juste 100 ans démarré le génocide arménien, génocide qui fut précédé par plusieurs années de massacres perpétrés par les Ottomans dans l'indifférence déjà à l'époque de l'Europe. Entre avril 1915 et juillet 1916, ce sont au moins 1,5 million de personnes, soit les 2/3 des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie, qui ont été exterminés. Depuis 100 ans, les Arméniens se battent pour la reconnaissance pleine et entière de ce génocide. Ils se heurtent à un État turc toujours aussi déterminé à effacer jusqu'au souvenir de ces exactions. En France, ils se heurtent également à l'indifférence polie d'une partie de l'opinion publique et parfois même à des décisions aussi incompréhensibles qu'inattendues au Conseil constitutionnel. Nous sommes réunis ce soir pour commémorer, c'est-à-dire pour faire vivre, pour laisser ardent le souvenir de ces victimes et nous interroger sur les leçons que nous avons à en tirer et sur les batailles qui nous restent à mener pour faire enfin échec au négationnisme. Pour en parler avec nous, plusieurs invités. Honneur aux dames, surtout lorsqu'elles sont peu nombreuses à la tribune. Laure Marchand, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondante en Turquie de plusieurs médias français, Le Figaro, l'Obs notamment. Je viens de rentrer en France, donc j'ai effectivement été correspondante à Istanbul pour plusieurs médias et je viens de me réinstaller à Paris. Bienvenue, bon retour, donc bienvenue avec nous. Nous attendions Serge Klarsfeld, que je présenterai lorsqu'il arrivera. J'espère qu'il parviendra à nous rejoindre. Robert Guédiguian, bonsoir. Vous êtes un homme de cinéma, réalisateur, producteur, scénariste. Vous avez gardé une fidélité importante à vos racines arméniennes, racines auxquelles vous aviez consacré un film en 2006, Le Voyage en Arménie. Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Vous êtes éditorialiste, romancier. Votre dernier livre s'intitule L'amour est éternel tant qu'il dure, paru l'année dernière chez Gallimard. Vous étiez nettement engagé pour la pénalisation du négationnisme en France. Vous aviez notamment publié un édito marquant au Point en 2011, intitulé sobrement Pour l'Arménie. Vous nous reparlerez peut-être plus tard de cet engagement. André Manoukian, bonsoir. Vous êtes musicien. Vous êtes vous aussi l'un de ceux qui font vivre et rayonner en France la culture arménienne, en puisant dans cette musique votre inspiration et ce que vous nous proposez. Je voudrais également saluer un certain nombre de personnalités présentes avec nous ce soir, un certain nombre de personnalités diplomatiques. Tout d'abord, je salue son Excellence Vigen Tchitechian, ambassadeur d'Arménie en France, Vahak Natabekian, ministre plénipotentiaire d'Arménie, bonsoir, Tigran Galsian, premier secrétaire à l'ambassade d'Arménie. Je voudrais également saluer la présence de Mourad Papazian, coprésident du CCAF, ainsi que d'Alexis Ugovsian, qui a été président du CCAF entre 2001-2002, puis de 2005 à 2012, et qui a été chargé par le CCAF de présider la mission 2015 mise en place pour les 100 ans du souvenir du génocide des Arméniens. Je vous laisse tout de suite la parole à Ara Toranian. Vous êtes directeur des Nouvelles d'Arménie Magazine. Vous êtes à l'initiative de cette soirée, vous êtes coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Je vous laisse nous dire le sens de cette soirée. Oui, merci, Raphaël Haddad. Alors le thème de cette soirée, c'était 100 ans après le génocide arménien, quelles leçons pour l'humanité ? Quelles leçons ? Il est à craindre, malheureusement, à cette heure, au moment où je vous parle, que la leçon soit très sombre pour l'humanité, très pessimiste, et que la seule leçon que je tire en regardant l'histoire de l'Arménie, c'est que malheureusement, le crime semble bien être payant. Jusqu'à aujourd'hui, la Turquie tire profit et bénéfice du génocide de 1915. Et jusqu'à aujourd'hui, les Arméniens, les victimes du génocide, continuent, d'une manière ou d'une autre, à en subir les conséquences. Il y a 120 ans,
Jean Jaurès, après les massacres de 94-96, lançait son cri « Il faut sauver les Arméniens ». 20 ans après, c'était le génocide de 1915, l'événement que nous allons commémorer cette année. Et aujourd'hui encore, l'existence de l'Arménie est mise sur la sellette, est hypothéquée à cause du conflit du Haut-Karabakh. Aussi, pour la Turquie, le problème arménien semble réglé et a été réglé par l'élimination des Arméniens. En revanche, le problème arménien n'est pas réglé du point de vue de l'idéologie qui est toujours en cours dans la région, une idéologie totalitaire dominante qui se rattache à l'histoire de l'Empire ottoman et qui est le panturquisme, une idéologie qui est véhiculée à la fois par l'État turc et par l'État azerbaïdjanais, une idéologie qui avait été à l'origine du génocide de 1915, qui avait présidé à ce qui s'est passé, une idéologie qui n'a pas été combattue comme le nazisme a été combattu après la Deuxième Guerre mondiale avec le procès de Nuremberg, etc. Et une idéologie qui continue donc à faire des ravages. Donc, les fondamentaux qui étaient à l'origine du génocide en 1915 restent les mêmes, hélas, et les mêmes causes risquent aujourd'hui encore de reproduire les mêmes effets. L'Arménie est coincée entre deux États qui se revendiquent de la turcité, qui revendiquent une filiation entre eux, un État azerbaïdjanais qui est ultra-militarisé et dont le président a déclaré à plusieurs reprises que l'Arménie était un État artificiel construit sur des territoires turco-azéris. Et puis de l'autre côté, l'autre État, la Turquie, qui continue à prospérer sur le génocide de 1915, qui mène allègrement un négationnisme national et international, qui en fait même une priorité de sa politique étrangère, et qui continue donc à toucher les dividendes de ce premier génocide du XXe siècle, de ce crime contre l'humanité. Alors on le voit bien, la question du Haut-Karabakh et la question de ces Arméniens du Haut-Karabakh qui se battent actuellement, de ces jeunes de 20 ans qui se font tuer, c'est un véritable crève-cœur parce que tous les jours il y en a qui tombent sur les frontières. La question du Haut-Karabakh n'est pas simplement une question de droit à l'autodétermination pour le peuple arménien sur une parcelle de sa terre ou qui n'a pas été encore totalement ensanglantée. C'est une question qui a trait à l'existence et à la défense même de l'Arménie. J'avais, dans mon discours devant le président de la République au CCAF, au dîner du CCAF, le 28 janvier dernier, expliqué que la commémorer, c'était le propre de l'homme. Mais si c'est le propre de l'homme, oui, mais il faut quand même tirer les leçons et tirer les enseignements à partir de la situation actuelle. Bien sûr, la communauté arménienne de France est meurtrie par le négationnisme de l'État turc. Elle est meurtrie de voir que sur cette terre de France où nos grands-parents se sont installés dans les années 20, où ces rescapés du génocide se sont installés dans les années 20, en pensant que plus jamais leurs descendants n'auraient affaire aux turpitudes du nationalisme turc, nous sommes meurtris de voir que ce nationalisme et que ce négationnisme vient s'exporter en France et vient insulter la mémoire de nos anciens. Mais nous sommes aussi meurtris de voir des jeunes de 20 ans aujourd'hui, sur les frontières de l'Arménie, mourir tout simplement parce qu'ils veulent rester arméniens et libres sur cette terre, qui veulent exprimer ce petit droit à la différence qui est celui d'une terre chrétienne, il faut bien le dire, dans un environnement extrêmement violent, extrêmement totalitaire, extrêmement nationaliste, et qui leur conteste ce droit. On est meurtri de voir que cet État dispose d'un budget militaire impressionnant pour mener ses forfaits, puisqu'on sait que le budget militaire de l'Azerbaïdjan équivaut au PIB de l'Arménie. Nous sommes meurtris et révoltés par l'indifférence qui accompagne leur destin.
Et nous sommes aussi meurtris et révoltés par une certaine interprétation du droit international qui tend souvent à présenter les Arméniens du Haut-Karabakh ou la question du Haut-Karabakh ou les Arméniens du Haut-Karabakh comme des occupants, comme si le fait de réclamer son droit à l'autodétermination ou de défendre un morceau de territoire arménien qui a échappé au massacre, c'était occuper quoi que ce soit. Le Haut-Karabakh, ce n'est pas les Sudètes de l'Arménie. L'Arménie n'est pas un État impérialiste. Elle ne convoite aucun territoire de ses voisins. Elle ne cherche pas à exercer sa puissance sur ses voisins, une puissance d'ailleurs qu'elle n'a pas. Elle cherche tout juste et tout simplement à se défendre. Elle ne veut convertir personne à sa religion. Elle veut simplement avoir le droit d'être elle-même. Mais ce qu'il y a de terrifiant également dans cette affaire de guerre qui touche aujourd'hui l'Arménie et de violence qui continue à la toucher comme elle était touchée il y a 100 ans, peut-être à une échelle inférieure, c'est que ça marque complètement jusqu'à aujourd'hui les moindres ressorts, les moindres aspects de son identité. Puisque cet État qui se projetait dans l'Europe, qui avait une volonté d'adhérer au partenariat européen, au partenariat oriental de l'Union européenne, n'a pas pu le faire, un peu à cause du conflit du Haut-Karabakh, parce que ce conflit le rend dépendant du soutien militaire et de l'alliance stratégique avec la Russie, une alliance stratégique sur la validité de laquelle on peut tout de même s'interroger, compte tenu que sur ces 2 dernières années, Moscou, hélas, le régime de Poutine, hélas, a vendu pour 5 milliards de dollars d'armes à l'Azerbaïdjan, des armes qui tuent tous les jours nos soldats arméniens à la frontière. Mes chers amis, la donne, on le voit en 100 ans, n'a pas changé. Le monde s'est globalisé. Et une chose est sûre, c'est que rien de ce qui se passe dans cette région ne peut nous être indifférent, comme l'ont montré les événements de l'été dernier et ceux qui ont ensanglanté Paris en début d'année. Comment ne pas être indigné par la barbarie qui a touché au nord de l'Irak les chrétiens d'Orient? Comment ne pas être touché par la barbarie de Daesh qui a massacré là-bas à nouveau les chrétiens et qui est venu en début d'année porter la terreur à Charlie Hebdo et à l'épicerie cachère de la porte de Vincennes. Et pourquoi je dis ça? Parce que je parlais tout à l'heure d'indifférence, de réal politique, mais là aussi nous avons été choqués par le fait que des représentants de la Turquie étaient présents en tête de la manifestation du 11 janvier, alors que l'on sait que la Turquie a des liens privilégiés avec Daesh et avec le mouvement islamiste dans le nord du Moyen-Orient actuellement, alors que l'on sait que ces mêmes organisations islamistes avaient probablement télécommandé par Ankara, en tous les cas ça emporte bien la signature, attaqué le 23 mars dernier le village arménien de Kessab en Syrie, dans une opération qui s'apparentait bien à une opération de nettoyage ethnique, quand on sait que ce même Daesh avait attaqué le 18 septembre dernier le mémorial de Deir Zor, seul mémorial au génocide arménien sur la terre où ils ont été assassinés, parce qu'on sait que partout ailleurs, en Turquie, on ne dresse des mausolées qu'aux bourreaux et qu'il n'y a même pas la moindre plaque pour les victimes. Mes chers amis, nous sommes donc à 2 mois du 24 avril 2015. Nous voyons bien que l'étau se resserre autour du Haut-Karabakh, que la Turquie continue à conspirer en organisant un contre-feu diplomatique le 24 avril prochain à Gallipoli pour faire de l'ombre et un contre-événement aux manifestations du 24 avril à Yerevan qui se dérouleront au mémorial du génocide à Zizernagapert. On voit bien
que ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les fondamentaux, les choses n'ont pas changé. Alors, la question qui se pose, c'est que ce 100e anniversaire va-t-il enfin déboucher sur des changements espérés? Barack Obama continuera-t-il à envoyer un message laconique dans lequel il rappellera, pour reprendre ses mots, le 1,5 million d'Arméniens qui ont péri au cours de l'un des épisodes les plus tragiques du XXe siècle, sans toutefois prononcer le mot génocide qui sera remplacé par celui de Menziren, qui, paraît-il, veut dire grande catastrophe. Moi, ça fait 30 ans ou 40 ans que je milite dans la communauté arménienne, j'ai jamais entendu les Arméniens employer cette expression pour le génocide, mais enfin, ma foi. L'Allemagne, dont le Bundestag avait le 18 juin 2005 voté une très longue motion qui déplorait, je cite, les actions du gouvernement turc dans l'Empire ottoman qui ont conduit à la destruction presque complète des Arméniens en Anatolie, sans toutefois prononcer le mot génocide. Cette Allemagne-là ira-t-elle plus loin, elle qui a donné l'exemple du repentir dans sa réconciliation avec les Juifs? L'État d'Israël, concerné au premier chef par la réalité génocidaire, ira-t-il plus loin que la déclaration de son président le 28 janvier dernier devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui, dénonçant, je cite, le massacre de la nation arménienne et 100 ans d'hésitation et de déni, rappelait que, je cite encore, dans la terre d'Israël de ce temps sur laquelle je suis né, personne n'a pourtant nié l'assassinat survenu. Les habitants de Jérusalem, les parents et les membres de la famille les ont vus venir par milliers, affamés, brûlant comme des bâtons qu'on a arrachés à l'incendie. La résolution reconnaissant le génocide de 1915 déposée par la gauche israélienne à la Knesset sera-t-elle votée cette année? Y aura-t-il des représentants de ces trois États aux côtés de François Hollande le 24 avril prochain à Yerevan? Nous avons 2 mois pour essayer de débloquer les choses. Cette impunité va-t-elle être battue en brèche? Les 2 mois qui viennent sont en tous les cas porteurs pour inverser la tendance. Il faut sauver les Arméniens, aurait dit Jaurès, et nul doute qu'il y aurait aussi à associer aux Arméniens nos frères assyro-chaldéens, dont 350 000 au bas mot membres ont également été ciblés en 1915 et qui souffrent encore le martyre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous m'entendez? Non, ça marche pas. Hop. Et là, ça marche? Décidément. Et là? Et le lumière s'éteigne. Non, il n'y a qu'avec moi que ça marche. C'est ça. J'ai usé toutes les piles. Allô? Mais vous leur avez donné. Paris-Bordeaux, Le Mans, ça marche. Ah, voilà. Mais c'est là qu'on voit les pros. Faut les ouvrir. Faut les ouvrir. Celui-là n'est pas ouvert. Bien, merci beaucoup. Je résiste pas à l'envie de vous poser la question. On aura évidemment un temps d'échange avec la salle ensuite, mais il y a quelques jours, vous receviez le président de la République lors d'un dîner important dans lequel il a dit des mots importants. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours? Comment il vous a fait réagir? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement de la France? On a apprécié, bien sûr, la présence de François Hollande au dîner du CCAF. C'était une présence importante parce que ça veut dire que la communauté arménienne de France est aujourd'hui bien inscrite dans le paysage républicain. Et ça, il fallait l'affirmer. Et la présence du président de la République à cette soirée a confirmé cette situation. Donc déjà de ce point de vue-là, c'était important. Le deuxième challenge, c'était effectivement de voir confirmer sa visite à Yerevan le 24 avril. François Hollande est aujourd'hui le premier chef d'État au monde à avoir officiellement annoncé sa visite à Yerevan ce jour-là, indiquant en cela une tendance, un sillage dans lequel j'espère que d'autres États vont s'engouffrer. Maintenant, il est évident que c'est un discours de président de la République, d'homme d'État au plus haut niveau. Nous n'attendons pas d'un homme d'État de la 5e puissance
mondiale qu'il reprenne intégralement à son compte l'ensemble du cahier des charges des revendications arméniennes. Mais en tous les cas, sa venue est une marque de respect, est une avancée politique, en tous les cas au niveau de la scène internationale, qui est très très forte, et nous sommes reconnaissants d'avoir effectué ce pas. Il y a d'autres dossiers en suspens, qui ont notamment trait à la question de la pénalisation du négationnisme, à la loi Boyer, etc. Donc là-dessus, il ne s'est pas prononcé, il a rappelé les principes, ce qui était intéressant aussi, mais on sait que cette décision est actuellement suspendue, ou cette loi est actuellement suspendue à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc il n'y a pas grand-chose à dire vraiment là-dessus. Donc globalement, oui, nous sommes satisfaits et nous remercions le président de la République de ces mots. Très bien. Merci. Donc vous y voyez une forme de reconnaissance. Vous étiez également, Robert Guédiguian, à ce dîner il y a quelques jours. La soirée qui nous réunit ce soir s'intitule « Quelle leçon pour l'humanité ?» C'est un peu grandiloquent, mais on peut penser néanmoins raisonnablement que face à un événement de cette ampleur, il y a en effet des choses à en tirer pour toute l'humanité. Comment vous réagissez à tout cela ? D'une manière, fait un double enseignement. Je crois qu'il y a un enseignement très désespérant, en fait, qui consisterait à aller regarder du côté de ce caractère unique de ce génocide-là, c'est-à-dire de cette négation d'État qui se poursuit, indépendamment des régimes turcs, encore qui n'ont pas tellement varié. Ça a souvent été, comme vous le savez, des régimes militaires, et puis aujourd'hui, il y a une espèce de parti démocrate musulman, enfin pour le dire à la française, et qui effectivement, au fond, ne fait aucun pas et continue, je pense, à entretenir le rêve un peu chimérique d'une ethnicité pure, enfin de quelque chose de... Moi, chaque fois que j'entends le mot pur, je pars en courant. Hein, je veux dire, voilà. C'est la chose que je déteste le plus au monde, quoi. Le plus probablement. La pureté, il y a tout de suite le couple avec pureté, ça veut dire épuration, quoi. Hein, je veux dire, évidemment. Purification, fait tous ces mots horribles qu'on a souvent entendus dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est de ce côté-là, c'est vrai que il y a quelque chose de très... ce silence qui se poursuit, ces déclarations qui se multiplient, mais qui sont quand même souvent, je trouve, formelles, quoi, où il n'y a pas des engagements très très forts. Et effectivement, on peut saluer, moi j'ai pas les mêmes fonctions que vous au côtoir, hein, je veux dire, donc j'étais un peu moins enthousiaste, moi, par le discours d'Hollande, quoi. Parce que j'attends plus d'engagement que ça, en fait, voilà. Donc... y compris dans ces circonstances-là. Alors c'est vrai que sur la reconnaissance, sur la pénalisation, sur une action directe à l'endroit de la Turquie, etc., etc. Bon. Donc au niveau européen aussi, bien sûr, enfin bon, tout ce qu'on sait tous. Donc ça c'est plutôt, je crois, un constat, une leçon plutôt terrible, quoi, hein, parce que 100 ans après rien n'a changé, quoi, au fond. Ouais. Alors par contre, il y a une autre leçon qui me semble celle-là extrêmement optimiste. Hein. C'est-à-dire que dans les années 30 ou 35, j'aurais pas donné cher, en fait, de l'idée que 100 ans plus tard, on parle encore du fait arménien, en fait, voilà. Et ça, le fait qu'on en parle toujours, le fait que les Arméniens du monde entier aient réussi à la fois à oublier et à se souvenir, mais presque à 100% les deux choses, parce qu'il faut bien oublier pour vivre, bien entendu, mais il faut peut-être se souvenir pour être. Et là, c'est vrai que les Arméniens ont réussi ce miracle-là, de faire les deux choses, de ne jamais oublier effectivement leurs ancêtres, de ne pas les laisser se retourner dans leur tombe, quoi, de vouloir qu'ils soient en repos, et en même temps, effectivement, ils ont travaillé, construit l'avenir, se sont nourris d'ailleurs des endroits où ils étaient, la plupart du temps ils se sont trouvés enrichis. Les Arméniens français, les Arméniens argentins, les Arméniens canadiens ne sont pas les mêmes, en fait, ils sont plutôt, ils ont appris de tous les pays dans lesquels ils ont vécu. Et ça, 100 ans après, qu'on parle encore effectivement de la cause arménienne aujourd'hui, ça, c'est plutôt réjouissant. Donc, de double leçon, mais comme souvent l'histoire, effectivement, qu'on peut prendre, effectivement, ce qu'elle comporte de négativité et de positivité. Moi, je crois que les choses changeront un jour. Je crois que la globalisation entraîne des choses, effectivement, qui vont à l'encontre de l'idée de pureté dont je parlais tout à l'heure.
je crois que un jour ou l'autre, effectivement, plus personne, j'espère, ne pensera à bâtir des États ethniques, mais pensera à bâtir des États démocratiques, donc pas des ethnocraties, ou je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous avez le sentiment que... Vous avez le sentiment... Il y a quelque chose. Bien, je vais dire sans micro en attendant que mon camarade... Merci. Bon, là, oui, ça non. Non, ça marche pas. C'est que celui qui parle. Ok. Vous avez... Non, il marche pas. Vous avez le sentiment... 1, 2, que tiens, tu... Bien. Donc ce sera la running gag de la soirée. Vous avez le sentiment que le combat pour la pleine et entière reconnaissance de ce génocide avance dans l'opinion ? Dans l'opinion en général, oui. Enfin, il a fallu quand même, il ne faut pas oublier d'ailleurs de rappeler qu'il a fallu quand même des... je dis ça parce que je travaille sur cette question en ce moment, mais il a fallu quand même carrément une lutte armée dans les années 80. Hein. N'oubliez pas qu'après 60 ans, il s'était strictement rien passé. Là, le silence était assourdissant, et peu importe ce qu'on pense aujourd'hui de ce qui s'est passé dans ces années-là, mais on va dire que d'ailleurs les diplomates turcs, les premiers, ont été très surpris de se faire plomber à la sortie de leurs ambassades à ce moment-là. Ils imaginaient qu'effectivement toutes ces préoccupations avaient complètement disparu. Voilà. Donc ça a quand même aussi, il a fallu quand même passer par là, avec donc des excès, tout ça. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé de manière très concrète et factuelle sur tous les moments de cette lutte armée. Mais il a fallu quand même en arriver là pour que, enfin, ensuite, effectivement, des politiques prennent conscience, reconnaissent officiellement, des conseils municipaux, etc. Cette stratégie un peu d'encerclement par toutes les institutions. Le plus petit village doit reconnaître le génocide arménien. Peut-être qu'un jour, la terre entière, tous les villages du monde ont reconnu le génocide arménien, sauf la Turquie. Voilà, voilà mon rêve, en fait, au fond. Ok, merci. J'imagine qu'il y a dans la salle plusieurs personnes qui ont envie de vous poser des questions, qui ont des réactions par rapport à ce qui m'a dit. Vous aurez la parole un petit peu plus tard. On va, si vous voulez bien, écouter Bernard-Henri Lévy, qui est le fondateur de la revue La Règle du Jeu, à l'initiative de cette soirée, qui n'a pas pu être là, qui a dû partir cet après-midi, un peu en dernière minute, et qui nous laisse un mot que je vous propose d'entendre et de voir maintenant. Mes chers amis, je suis si navré, si triste de ne pas être là ce soir. Dieu sait si j'ai voulu cette soirée, si je l'ai préparée avec Arat Oranian, avec mes amis des Nouvelles d'Arménie. Et puis, voilà, à la dernière minute, mon programme a changé. Et à l'heure où vous serez rassemblés dans ce cinéma qui m'est cher, je serai très loin de Paris, au Kurdistan, en train de continuer par d'autres moyens et sur un autre terrain la bataille qui nous rassemble. Je voulais en tout cas vous dire mon très profond regret. Je voulais présenter mes excuses à ceux qui sont venus, qui m'attendaient peut-être un tout petit peu et qui ne me verront pas aux côtés de mes amis présents ce soir. Et puis je voudrais vous dire aussi d'un mot, mais vous le savez, je crois, je l'ai dit si souvent, que j'espère du fond du cœur que ce terrible, triste et tragique anniversaire, qu'est l'anniversaire qu'est le centenaire du génocide arménien, aura au moins pour effet de voir enfin dans notre pays, en France, reconnu pleinement le génocide, c'est-à-dire pénaliser réellement sa négation. Car vous le savez, nous le savons, j'ai essayé de le dire moi-même dans d'autres assemblées que celle-ci, si le négationnisme est si coupable, c'est parce qu'il est une continuation du crime. C'est parce qu'il est une manière pour le crime de s'accomplir et de se perpétuer, d'aller au bout de soi. Le sommet du génocide, consistant à effacer ses propres traces, à nier qu'il a génocidé, à tuer une deuxième fois ses morts afin d'effacer jusqu'à leur nom et jusqu'à leur mémoire, alors le négationnisme est vraiment, au sens propre du mot, le stade suprême du génocide, et c'est la raison pour laquelle il doit être implacablement
condamner. Et c'est la raison pour laquelle je suis partisan, je l'ai dit publiquement souvent et je le redis ici, d'une loi pénalisant une forme d'expression qui n'est pas une expression mais qui est un délit. Le négationnisme du génocide arménien, ce n'est pas une opinion, c'est un crime de papier, mais un crime tout de même, et il doit être nommé, jugé comme tel. Voilà le vœu que je forme pour cette année 2015. Franz-Olivier Gisbert, vous étiez, vous aussi, en 2011, parmi les plus ardents défenseurs de cette loi en faveur de la pénalisation du négationnisme, de la négation du génocide arménien. Vous êtes avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel sens a pour vous ce combat ? Qu'est-ce que je fais là d'abord ? Parce que je suis pas arménien. J'ai beaucoup de sang en moi, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas une seule goutte de sang arménien. Donc je suis là par amitié, par affection pour Aratoranian. J'aime sa colère. Mais je reviens de très loin, parce que c'est vrai que cet article, je pense que 10 ans auparavant, je pensais le contraire. Moi, j'ai effectivement une double nationalité, j'ai un côté américain, une part de moi-même américaine, très attachée à la liberté d'expression, qui est consacrée par le premier amendement de la Constitution américaine, qui autorise à peu près tout, sauf l'appel au meurtre et à l'émeute, et qui interdit également l'obscénité, mais autorise par exemple, notamment, la profanation du drapeau américain. J'ai un esprit qui fait que je ne supporte pas l'idée d'une vérité officielle, d'une vérité qui est inscrite comme ça, qu'on a. Et je crois que la vérité est toujours plus ou moins contradictoire. Donc j'ai eu du mal à me mettre là-dedans. Alors évidemment, j'ai embrassé la cause arménienne par amour, n'est-ce pas Valérie ? Mais aussi c'est en travaillant sur le... Moi je me suis toujours intéressé évidemment beaucoup au génocide, cet affreux XXe siècle, 210 millions de morts, si on regarde bien. Tous ces morts pratiquement ont été reconnus. Même en Chine. Mais si vous regardez bien la réalité, dans les grands génocidaires, il y a évidemment Hitler, il y a Staline, il y a Mao Tse-tung. Parce que moi aussi, je fais partie de ceux, ça peut choquer certains d'entre vous, qui pensent que le génocide, c'est pas seulement, ça ne touche pas forcément les nationalités, ça peut toucher aussi les communautés religieuses, et comme ça peut toucher les classes sociales. En matière de communisme, on a tout vu. Les koulaks, par exemple, regardez. Ça, on est dans l'actualité. Holodomor, c'est une histoire extraordinaire. Ça veut dire en ukrainien l'extermination par la famine, 1932-1933. Staline a décidé de liquider les koulaks dans une grande partie de l'Union soviétique, mais notamment en Ukraine, où ils sont forts, où il y a un nationalisme puissant. Il a décidé de les liquider, c'est-à-dire que on va même supprimer leurs semences pour qu'ils ne puissent pas semer pour l'année suivante. On va continuer à exporter leur blé, c'est-à-dire un tiers du blé qui continue à partir. Et puis voilà, ils vont mourir de faim les uns après les autres. Ça verse 5 millions. 5 millions de morts et 2 millions à peu près en plus dans le reste de l'Union soviétique. 5 millions, c'est la fourchette basse. Il y en a qui disent davantage. Eh bien, je vais vous dire, après la chute du communisme, il y a, des discussions, on sort des archives. Et je ne dis pas que l'Union soviétique a reconnu le génocide, mais elle a parlé d'une tragédie partagée. Et ce génocide ukrainien, parce que moi je considère que c'est un génocide, il a été reconnu par beaucoup de pays, beaucoup plus que le génocide arménien lui-même. Parce que c'est vrai qu'en face, il n'y avait pas la Turquie. Il y avait les Russes qui disaient, oui, il y a un problème. Bon, c'est pas un génocide, d'accord. Ils jouaient sur les mots, mais ils reconnaissaient qu'il y avait un problème. Bon, le génocide ukrainien a donc été reconnu par les États-Unis, par l'Italie, par l'Argentine, par le Brésil, enfin par un nombre de pays incalculable. Le génocide arménien, on voit très bien que c'est quelque chose de différent. Tout à l'heure, Robert Guédiguian parlait d'exception, oui. 270 millions de morts pendant cet affreux XXe siècle. 1 million d'Arméniens sont morts. Et ce million, il n'est pas reconnu. 1 million d'Arméniens sont morts, assassinés, égorgés. On le sait depuis 1915. Il y a cet extraordinaire livre que je vous conseille tous de lire. Tout est dedans, extraordinaire. Bon, c'est pas Kervokian, etc. Mais Arnold Toynbee, jeune professeur d'histoire britannique, il est là. Et il écrit en temps réel, puisque ce livre a été publié en 1915, l'année du génocide, un livre inouï qui s'appelle « Massacre des Arméniens », où on voit des scènes, il raconte des scènes qu'on verra après pendant tous les génocides, notamment, évidemment, le génocide juif, la Shoah, avec Hitler. Et donc,
Ce qui est frappant, en fait, c'est cette exception. Et cette exception, c'est quoi? C'est que ces Arméniens, ce million d'Arméniens et davantage, il a été tué 3 fois, effectivement. Il a été tué une première fois, il a été tué une deuxième fois, deuxième crime contre l'humanité, par l'impunité de ses acteurs. Aucun n'a été puni, aucun n'a eu des comptes à rendre, sauf quand les Arméniens s'en sont débrouillés eux-mêmes. Et puis, troisième crime contre l'humanité, c'est effectivement la négation. Mais la négation, c'est pas le négationnisme, individuel. C'est le négationnisme d'État. C'est ça qui est absolument incroyable. Et je crois que c'est pour ça, quand on creuse la question arménienne, c'est d'une violence et c'est d'une force, cette espèce de volonté d'un État qui a des relais partout, qui a des amis partout, d'un État d'effacer à tout jamais de la mémoire ce qui a été un crime contre l'humanité, ce qui était un génocide. Lors de mon introduction, je parlais de l'indifférence polie d'une partie de l'opinion publique française. Est-ce que vous partagez ce constat ? Bon, je trouve que ça évolue quand même. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous ai raconté que j'étais un converti récent. Bon, on peut dire que c'est pour des raisons personnelles, mais je ne crois pas. Parce que je vois autour de moi, quand même, d'abord ce combat que vous menez, que ramène. On voit très bien que ça marque des points tous les jours. J'écoutais le discours du président de la République comme Robert Guédiguian. Je dois dire que j'étais frappé quand même qu'il y avait des phrases qui étaient personnelles. On voit très bien, un de ses conseillers me l'a confirmé après, c'est-à-dire, ces présidents, ils lisent toujours des discours tout faits. Et les moments d'émotion qui étaient dans le discours, où c'est pas devant une assemblée d'Arméniens qu'il allait dire « je vais vous donner ce que vous attendez ». Enfin, c'est le béaba, il y a peut-être Nicolas Sarkozy qui pouvait le faire, mais pour d'autres communautés, mais disons, c'est pas le style d'un président de la République d'ordinaire. Donc, c'est vrai qu'il y avait une émotion forte, des petites phrases, on voyait très bien, qui n'étaient pas écrites par un conseiller, parce que les phrases des conseillers se reconnaissent. C'est en général, d'ailleurs, la plupart des discours de Hollande ou de ses prédécesseurs. Donc, moi, je pense qu'il y a un chemin. Ce qui est sûr, c'est que ce chemin, il ne passera que par une mobilisation permanente. Une interrogation, une interpellation, c'est ce que vous faites tous, et ce que vous devez faire de plus en plus. Parce que je pense en fait, vous êtes assez proche du but. La situation, excusez-moi, comparez la situation il y a 10 ans, 20 ans. Enfin, moi, j'étais quelqu'un, déjà, je m'intéressais à ce qui se passait dans le monde. On n'en était pas là du tout. Moi, et le discours turc passait beaucoup mieux il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'ils sont sur la défensive. Donc, moi, je ne parlerai pas vraiment d'indifférence, même si c'est vrai que globalement, c'est pas simple. Et puis, il y a des pays qui, pour des raisons totalement stratégiques, les États-Unis, tiennent un discours absolument indéfendable. Alors, vous parliez à l'instant d'un dispositif de négationnisme d'État côté turc. Je me tourne vers vous maintenant, Laure Marchand. Vous revenez donc tout juste de Turquie. Vous avez vous vous apprêtez à publier une bande dessinée qui s'appelle Le Fantôme arménien, qui paraîtra bientôt aux éditions Futuropolis, ainsi qu'un documentaire, Le Printemps arménien. Vous êtes co-autrice avec Guillaume Perrier d'un livre qui s'appelle La Turquie et le fantôme arménien aux éditions Actes Sud, paru en 2013. Comment vous expliquez, comment vous comprenez cette obsession en Turquie à s'entêter dans le négationnisme de cet acte ? Alors effectivement, jusqu'à présent, on a évoqué les conséquences du négationnisme pour les Arméniens. Moi, je vais plutôt vous parler du côté turc. J'ai passé près de 10 ans en Turquie. Et autant vous savez tous et pour cause, que les Arméniens sont obsédés par ce négationnisme, que ça empêche le travail de deuil. De l'autre côté également, les coupables sont finalement prisonniers de ce négationnisme et sont prisonniers de cette histoire faussée. Et sont également obsédés par ce qui s'est passé il y a un siècle. Un des discours consiste à dire également côté turc, mais voilà, cette vieille histoire, vous nous embarrassez avec cette vieille histoire. Mais pour eux non plus, ça n'est pas une vieille histoire.
Ara en a parlé, et Franz-Olivier Gisbert également. Les Turcs sont aujourd'hui dans une position très défensive et on le voit dans la mobilisation diplomatique cette année pour le centenaire du génocide. Tous les efforts convergent pour essayer de limiter les dégâts, si je peux m'exprimer de cette façon. Donc la conférence des ambassadeurs s'est tenue en janvier, traditionnellement. La priorité a été donnée, une des priorités concernait justement la lutte contre la reconnaissance. L'actuel président de la République, Recep Tayyip Erdogan, a également déclaré que c'était une priorité. La priorité est telle que les Turcs, la plupart d'entre vous le sait probablement, ont été jusqu'à falsifier l'histoire et à décaler le centenaire de la bataille des Dardanelles, qui normalement est célébrée le 25 avril. Elle sera célébrée le 24 avril pour essayer, comme Ara a dit, d'allumer un contre-feu. Alors effectivement, dans un premier temps, c'est payant, mais d'un autre côté, on voit bien que que c'est une réaction totalement défensive. Parce que la Turquie reste obsédée par ce qui s'est passé. On le voit, donc ça se voit dans ce discours politique, cette diplomatie, et ce fantôme que la Turquie essaye de repousser se voit dans ses institutions et est présent, par exemple, jusque dans les symboles les plus manifestes de la République turque. Cette histoire, il y a une histoire qui est très représentative et qui jusqu'à présent était peu connue, c'est l'ancien palais présidentiel, maintenant, le palais de Çankaya, qui a été occupé par les présidents successifs jusqu'à Abdullah Gül, l'année dernière, est une propriété spoliée des Arméniens. Alors on peut lire cette histoire de deux façons. C'est le coucou, effectivement, si je peux dire, qui occupe le nid, qui ne lui appartient pas, mais aussi quel lapsus révélateur, en fait. Le symbole même de la République est finalement la trace du crime. Donc la Turquie a beau s'efforcer, tente de maquiller le crime, mais il est là, il est au milieu. Donc l'histoire de ce palais présidentiel est tout de même assez exemplaire et révélatrice. Et alors, au niveau de la société civile, il y a des progrès, effectivement. La société, les Turcs, qu'ils nient le génocide ou qu'ils demandent la reconnaissance du génocide, se sentent concernés chacun à leur manière, parce que les Turcs, quand ils rencontrent des étrangers, et notamment des Français, parlent très facilement directement du génocide et de 1915, même s'il s'agit de le nier. On voit que c'est quelque chose qui les préoccupe, même si ça conduit à un discours hostile. Mais toute la société est traversée quand même par cette question. Donc, une partie de la population adhère aux thèses négationnistes, mais aujourd'hui, toute une partie de la population reconnaît, a compris qu'il y avait une falsification de l'histoire. Et notamment les Kurdes. La parole s'est libérée chez les Kurdes. Les Kurdes disent aujourd'hui qu'ils ont participé et qu'ils ont une part dans le massacre des Arméniens. Donc il y a quand même une évolution de ce côté-là. Alors après, effectivement, pour parler de 100 ans après, quelles leçons pour l'humanité, il y en a une, évidemment, c'est que ce négationnisme invite à la récidive, est une invitation à la récidive et garantit une impunité. Donc concrètement, pour les Arméniens qui vivent encore aujourd'hui, ce négationnisme a des conséquences très fortes et très, très directes. On connaît bien sûr le sort qu'a subi le journaliste Hrant Dink, mais il y a également le cas de ce soldat arménien, de ce jeune citoyen turc d'origine arménienne qui a été assassiné dans sa caserne militaire un 24 avril 2011 par un camarade de chambrée qui était connu pour son ultranationalisme. Et
4 ans après les faits, son meurtrier a été condamné à une peine de 4 ans pour un accident. L'assassinat n'a pas été reconnu. Donc pour tous les Arméniens de Turquie, le message est très clair. Cela les invite, cela les incite fortement à continuer à faire profil bas, à ne pas revendiquer quoi que ce soit. Alors je ne voudrais tout de même pas finir sur une note négative. 100 ans après, le négationnisme a-t-il réussi ? C'est une des questions que l'on peut se poser. Pendant un siècle, la République turque a tout fait pour justement pour terminer le crime, pour effacer toute trace du crime, en effaçant tout d'abord la présence physique, mais également la présence culturelle, architecturale des Arméniens. Et un siècle après, il a suffi d'un petit souffle de réforme démocratique au début des années 2000 en Turquie pour quand même mettre en échec ce négationnisme. Aujourd'hui, des Turcs ont pris la relève du combat de Hrant Dink. Ce sont souvent des Turcs qui portent sa parole, qui la portent haut et fort, qui se sont fait un devoir moral de la porter sur la place publique, et puis des petits-enfants de grand-mères arméniennes, des Arméniens qui ont été convertis de force, qui ont dû se convertir pour rester en vie. Aujourd'hui, après un siècle de silence, osent sortir du silence et revendiquer timidement leur identité, ou certains même pas timidement du tout, très courageusement. Et donc ces histoires individuelles sont autant de preuves du crime et mettent en échec le discours négationniste officiel. C'est Fethi Çetin qui disait que autant le discours négationniste pouvait contester l'histoire, mais en revanche, comment mettre en cause, comment dire qu'une grand-mère ment, ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas si facile un siècle n'a pas suffi, je pense, pour terminer le crime, pour le faire aboutir, et même si la reconnaissance est encore loin, le début de reconnaissance est imparfait, mais je pense que le chemin, qu'on est sur ce chemin, même s'il sera long. Voilà. Et juste pour terminer, quand même, c'est aujourd'hui, on peut célébrer on peut commémorer sur la place publique le génocide arménien le 24 avril. Ce qui n'est pas rien symboliquement, même si le discours de l'État est encore négationniste, on peut, en étant protégé par les autorités, c'est un paradoxe, mais il est révélateur, on peut manifester pour la reconnaissance du génocide arménien. On peut manifester en Turquie pour la reconnaissance du génocide arménien. On peut se souvenir de cette tragédie. On a avec nous l'un des initiateurs de cet événement, Benjamin Aptan. Bonsoir. Vous êtes président de l'EGAM, Fédération des organisations antiracistes européennes. Vous avez depuis 2010, avec des organisations turques, organisé chaque année une cérémonie à Istanbul de souvenir de ce génocide. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonsoir, merci Ara, merci la règle du jeu de l'invitation. En effet, moi, individuellement, j'étais aux deuxième commémoration qu'il y avait eu à Istanbul, où il y a eu 2 temps de commémoration. Un temps qui était à Sultanahmet, en face de ce qui est aujourd'hui le musée islamique, qui était l'endroit où avaient été parqués les intellectuels arméniens raflés. On était vraiment une poignée. Et l'après-midi, on était à Taksim, le soir, à 19h15, pour faire une référence à 1915. Et on était à peine quelques dizaines à être présents là. L'année dernière, pour les commémorations, il y avait quelques milliers de personnes qui étaient rassemblées.
Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses, en effet, qui ont bougé depuis 10 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mais ça, Guillaume et Laure en parleront mieux que moi, mais il y a aujourd'hui une ligne de front en Turquie dans la lutte contre le négationnisme, une ligne de front qui n'existait pratiquement pas ou pas du tout il y a 10 ans. Ça a bougé parce que des intellectuels turcs se sont sentis concernés par parler au fur et à mesure et de plus en plus clairement également du génocide, parce que des individus, des organisations ont voulu organiser les premières commémorations il y a maintenant quelques années, et parce qu'également il y a eu une mobilisation et une pression internationale de la part de certains États, mais beaucoup de la part de la société civile qui, en solidarité avec les Turcs, qui justement ont une clarté par rapport à la reconnaissance du génocide, se sont mobilisés avec. C'est comme ça que depuis, ça va faire la 3e année maintenant, on a monté avec l'UGAB Europe, présidé par Alexis, et avec nos partenaires turcs, la dimension internationale des commémorations à Istanbul. Et c'est en particulier ça, avec beaucoup d'autres choses évidemment qui sont des raisons internes à la Turquie, qui a permis de faire en sorte qu'on puisse parler beaucoup plus librement du mot génocide qui est apparu dans la presse, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, qu'il y a de plus en plus de groupes qui se mobilisent, des Turcs, des jeunes, des religieux, des Arméniens également de la communauté qui justement ont à raison beaucoup de craintes pour apparaître publiquement par rapport à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de secteurs de la société turque qui se mobilisent. Et ça, c'est cette mobilisation internationale pour, 2 raisons schématiquement. La première, c'est que tout le monde a compris dans la société civile en Europe que se mobiliser pour la reconnaissance des génocides arméniens, c'était un enjeu démocratique. Ça voulait dire notamment se battre pour la liberté d'expression dans un pays qui parmi les pays records en termes de répression contre les journalistes, d'emprisonnement des journalistes, c'est un espace de gain de liberté d'expression. C'est un espace également de progression de la démocratie, parce que ça veut dire en effet questionner les fondements nationalistes, antidémocratiques du pouvoir turc. C'est le même État, c'est la même idéologie qui sont au pouvoir aujourd'hui en Turquie que celles qui ont présidé à l'organisation, à la perpétration du génocide. Et deuxièmement, parce que, comme c'est un crime contre l'humanité, eh bien, tout le monde sait bien que se souvenir d'un crime permet d'avoir un peu plus de lucidité pour en prévenir d'autres, que se souvenir des différents génocides, ça nous donne un peu plus de lucidité aujourd'hui et un peu plus de motivation pour se mobiliser sur ce qui se passe au Darfour, sur ce qui se passe en Syrie. Ça me rappelle souvent cette phrase qu'on prête à Hitler, alors je ne sais pas la véracité historique véritablement, mais qu'on lui prête lorsqu'il élaborait la solution finale, où il disait finalement qui se souvient des Arméniens. On comprend bien que ne pas se souvenir, ça ouvre la porte d'autant plus facilement à la perpétration d'autres massacres, d'autres génocides, d'autres crimes contre l'humanité, que s'en souvenir, ça permet d'arrêter, d'avoir un peu de lucidité pour identifier, et que c'est pour ça que dans un même mouvement, dans une même démarche, on se souvient du génocide des Arméniens, on combat le négationnisme, qui est en effet la continuation de la logique génocidaire, parce que ça vient effacer les traces de la culture, ça vient effacer le crime lui-même. On se souvient dans un même mouvement du génocide contre les Tutsis, des Bosniaques de Srebrenica, des Juifs et des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a cet universalisme qui existe encore dans beaucoup d'espaces au niveau intellectuel, dans la société civile, et qui fait que, n'étant ni turc ni arménien, parce qu'on me demande à chaque fois que je vais à Erevan, on me demande Aptan, Aptian, peut-être, en fait, pas du tout, mais justement, en n'étant ni turc ni arménien, peut-être qu'il y a un lien avec le fait d'être juif, mais pas seulement, il y a une dimension politique également là-dedans. On se sent concerné, et c'est aussi le dernier élément. Je pense que c'est important de voir qu'il y a en effet des gens en Turquie, j'ai des gens, c'est des militants beaucoup, des intellectuels également, quelques citoyens lambda, comme on dit, qui ne sont pas spécialement dans des réseaux militants, qui commencent à venir se mobiliser. C'est important de voir qu'ils peuvent avoir un discours extrêmement, extrêmement clair, et qu'il est possible de là faire une jonction avec des jeunes arméniens, avec des jeunes qui ne sont ni arméniens ni turcs, et que donc ce n'est pas premièrement une fatalité, qu'il n'y a pas de racisme dans la position arménienne de vouloir demander à la Turquie et aux Turcs une reconnaissance claire, pleine et entière, parce qu'il est possible de se projeter ensemble dans l'avenir, à partir du moment, évidemment, où il y a une reconnaissance extrêmement claire de ce qu'a été cet événement, c'est-à-dire un génocide, et ce qui ouvre évidemment à beaucoup de conséquences. Donc je ne peux qu'encourager tous ceux qui ne seront pas à Yerevan le 24 avril prochain de
aller à Istanbul et on les accueillera avec grand plaisir pour ce moment qui est un moment en effet politique fondamental pour avancer un petit peu plus cette ligne de front. Merci beaucoup pour cette note d'espoir. Gardez le micro, Benjamin, un instant. Je sais que je résiste pas au fait de vous poser la question, puisque on le disait à l'instant, la pénalisation réelle de la négation du génocide arménien est en France un peu en stand-by. Vous avez conseillé Bernard Kouchner, vous avez conseillé jusqu'il y a quelques semaines Christiane Taubira. Comment est-ce que tout cela est perçu au plus haut niveau de l'État ? J'ai aucune révélation à faire. Non, il y a des choses qui sont en effet qui ont été bloquées au niveau du Conseil constitutionnel et on a bien évidemment vu les motivations politiques, pas forcément légales et pas forcément éthiques, qui ont présidé à ces décisions du Conseil constitutionnel, mais les décisions du Conseil constitutionnel ne se discutent pas. Il y a en effet toute la procédure qui est aujourd'hui au niveau européen qui pourrait débloquer les choses pour faire en sorte qu'il y ait une loi de pénalisation en France qui serait à la fois nécessaire de mon point de vue par rapport au négationnisme qui peut s'exprimer en France et également qui serait un signal d'une clarté également de la France avec la présence du président de la République à Yerevan le 24 avril, avec la déclaration du Parlement, qu'il y ait une loi de pénalisation claire. Ça permettrait également de se donner un exemple pour d'autres nations qui ont été citées tout à l'heure. Vous ressentez aujourd'hui une volonté politique claire sur ce sujet ? Non, mais il n'y a pas de secret. Donc tout ce qui est vu, c'est à la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi, il y a des engagements, il y a des promesses. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Donc c'est un fait. Il est possible, légalement, je ne suis pas juriste, mais en termes de technique juridique, il est possible, même sans attendre le résultat du procès au niveau européen, de faire en sorte qu'il y ait une loi. Ça n'a pas été introduit. Il y a eu des promesses, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, de la part des deux candidats de présenter une loi. Force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais qu'il y a beaucoup de signaux extrêmement positifs comme ceux dont parlait Ara, qui ont été donnés, qui vont être donnés encore en avril. Aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a pas de loi, alors qu'il serait possible qu'il y en ait une, même sans attendre les résultats du procès au niveau européen. Ouais. Ok, merci beaucoup Benjamin. Je me retourne vers vous, Ara, un instant avant de vous donner la parole, André. On entend quand même quelques notes d'espoir, une forme de... on a fait état d'un certain nombre d'avancées significatives dans ces 10 dernières années. En témoigne même en Turquie, au travers de ce que vient de nous dire Benjamin. C'est quelques dizaines de personnes il y a quelques années, c'est quelques milliers aujourd'hui pour se souvenir de cet événement. En même temps, on a un peu l'impression qu'il y a une forme de lassitude au niveau des revendications, de la mobilisation. Donc je veux comprendre, moi, pardonnez-moi cette question de béotien, mais c'est de la lassitude ou c'est une forme de force tranquille, de sérénité dans le fait que vous finirez bien par gagner ? Alors, je crois quand même qu'il y a deux choses qu'il faut rappeler. C'est qu'il y a deux sondages importants. Il y a un sondage qui a montré que 10% des Turcs étaient en faveur de la reconnaissance du génocide et que 33% des jeunes Turcs de 17 à 25 ans reconnaissaient le génocide. Donc ça, ce sont des faits qui sont des facteurs qui sont positifs. Cependant, moi, je reste un petit peu dubitatif, je dois dire, sur l'instrumentalisation politique des Turcs, de l'État turc, des autorités turques, des dirigeants, des manifestations qui sont actuellement autorisées à Istanbul. Alors, bien sûr, il faut les faire, vous avez raison d'y aller, mais il faut aussi savoir que sur la scène internationale, Erdogan instrumentalise ces manifestations pour dire comme une sorte de cache-sexe de sa véritable politique et pour montrer une image de tolérance, un peu comme il y avait à l'époque, toute proportion gardée bien entendu, mais comme il y avait des camps modèles de juifs qu'on montrait avec la Croix-Rouge la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, ces manifestations, c'est pas lui qui les organise.
Enfin, il fait peut-être Il contre est- mauvaise fortune bon Oui, cœur, mais il est vraiment ennuyé par ces il est mobilisations. il est obligé de céder à une situation internationale qu'on a créée, que la diaspora a créée avec ses petites mains et avec vraiment pas beaucoup d'appui, mais de fait aujourd'hui il y a une situation internationale, il y a 25, il y a 30 États qui reconnaissent le génocide arménien, il y a le Parlement européen qui l'a reconnu, il y a eu des motions à l'ONU. Donc ils sont obligés de lâcher un petit peu du lest. Alors il faut s'engouffrer, bien entendu, dans cet espace. Et c'est très bien ce que fait les GAM, et bravo Benjamin Aptan pour ton initiative. En même temps, il faut être lucide et savoir que les autorités turques et Erdogan jouent très bien sur toute la gamme de la duplicité, qu'ils vont faire à Gallipoli. Ils vont tenir un discours extrêmement ouvert et extrêmement perfide et pernicieux, en expliquant au monde entier que eux, Turcs, qui ont gagné la bataille de Gallipoli, invitent à cette manifestation ceux qui l'ont perdu, et ces gens qui étaient pour eux des agresseurs, puisque c'était des Australiens, c'était des gens de Nouvelle-Zélande qui sont venus qui sont venus agresser la terre turque. Et il y a toute une construction d'un message qui se veut ouvert, mais qui est purement tactique et qui ne correspond absolument pas à la nature réelle hyper nationaliste de ces autorités turques qui veulent simplement gérer au mieux de leurs intérêts cette affaire, mais qui ne sont pas du tout dans une véritable logique de reconnaissance, de vraie repentance, même pas dans la logique de la génuflexion oblique du dévot pressé. Ils n'en sont même pas là, quoi. Merci. Ce que vous venez de dire, extrêmement lucide. Alors il y a une autre manière de mener cette bataille, c'est de continuer à faire vivre et à faire résonner, à faire rayonner la culture arménienne, ses origines, cette musicalité. Je me tourne vers vous, André Manoukian. Vous en parlez régulièrement. Vous avez même eu cette phrase. La musique arménienne m'a ramené au jazz, je crois, quelques années de jazz, qui est votre activité essentielle aujourd'hui. Donc c'est dire l'importance de cette musique pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire au quotidien comment ça vous inspire et la manière dont vous contribuez au rayonnement de cette culture? Je pense que si, quand j'étais enfant, on m'avait dit un jour tu joueras de la musique arménienne, j'aurais dit non mais ça va pas à la tête. Comment vous expliquer? Moi j'ai envie de commencer. Vous aviez une question, 100 ans après, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai envie de dire, 100 ans après, comment est-ce qu'on peut se construire? Comment est-ce que nous, Aznavour aime pas dire nous Arméniens, il veut dire nous Français d'origine arménienne. Je crois qu'il y a plusieurs strates. Je vais pas faire toute l'histoire de mon grand-père qui est arrivé en 1920. On a tous la même histoire. Et de leur premier truc, c'était de construire une église. Et l'idée, c'était Hay Baher en arménien. Je crois que ça veut dire sa seule obsession, c'était rester arménien. Rester arménien. Pourquoi? Parce qu'on était dans un pays chrétien et que on pouvait s'assimiler. Le gros flip des Arméniens, c'était ce qui est arrivé, je crois, au XVIIe ou XVIIIe siècle en Pologne, où il y a une importante communauté arménienne qui est partie, se réfugie encore des massacres de l'Empire ottoman, et 100 ans plus tard, on n'en entend plus parler. Et là, Robert, c'est bien la phrase que quand tu as dit, moi je me dis, le côté optimiste, 100 ans après, on est toujours là et on en parle, alors que c'était vraiment pas gagné. Alors je sais que tu vas raconter ça dans ton film, je sais que moi, la première fois que j'ai vu à la télévision française ces photos qu'on connaît tous maintenant, c'est-à-dire des têtes coupées d'Arméniens avec des soldats ottomans qui posent, c'était à cause ou grâce aux attentats de la Stala. Et tout d'un coup, c'était un vrai choc et on découvrait tout ça. Donc l'angoisse de mon grand-père, à moi, c'était rester arménien. J'avais une tante, Eugénie, qui me disait « faut que tu te maries avec une Arménienne ». Et moi, je disais « mais me casse pas les couilles, s'il te plaît, je me marierai avec qui je voudrais ». Ma mère voulait que j'épouse la fille du docteur Torossian de Saint-Étienne. Elle m'a avoué ça 10 ans après que j'étais marié et tout. Le problème, c'est que quand j'ai vu la fille du docteur Torossian, j'ai dit « merde, elle était super canon ». Donc voilà, super. Et le docteur Torossian est dans la salle. Ah. Très bien.
Donc, toute cette histoire d'Arméniens, enfants, moi, honnêtement, ça me gonflait, je vais le dire, avec petit, j'étais obligé d'aller à l'école arménienne le jeudi après-midi, alors que mes copains faisaient du patin à roulettes. Je comprenais pas trop, quoi. Et puis tout d'un coup, ça m'a rattrapé comment c'est une réalisatrice, je crois que c'était en 2006 ou 2007, c'était l'année de l'Arménie en France. Elle faisait un documentaire sur la diaspora, je ne la connaissais pas, elle s'appelle Marie-Claire Margossian, et puis c'est quelqu'un qui me dit, tu peux y aller, son truc a l'air bien, c'est pour France 5. Me voilà devant les caméras, et elle me dit, ça vous fait quoi d'être arménien? Bam, il y a les caméras qui tournent, c'est la première fois, et ça revient. C'est important que je redise ça parce que moi, quand j'étais jeune, je suis né en 57, ma génération, c'est la génération après 68, 75. Notre grand malheur, c'était qu'on n'avait pas connu 68 parce qu'il paraît que les élèves baisaient avec les profs et c'était génial. Bon, bref, nous, c'était un peu plus calme après. Et mes copains les plus virulents pour la cause palestinienne, ils étaient d'origine juive, mais jamais on se serait dit, toi t'es juif, toi t'es arménien, ça aurait été comme des insultes, et surtout, ça n'était pas ça qui nous constituait en tant que jeunes, quoi, par rapport à notre identité. Et c'est ensuite, dans les années 80, que tout d'un coup, moi je m'appelle André, ma sœur s'appelle Marianne, mon père s'appelle Arthur, ma mère Élise, et tout d'un coup, dans les années 80, tous les Français d'origine arménienne se sont mis à donner des prénoms arméniens à leurs enfants. Parce que ça devenait chic tout d'un coup et exotique. Et du coup, c'était génial de pouvoir mettre cette fleur-là, comme aujourd'hui, on a cette belle fleur que vous avez, votre Excellence. Mais c'était quelque chose de chic, genre, moi je suis un peu exotique, mon pote. J'ai un pote qui s'appelle Vrej Minassian, pour pas le nommer. Il arrive chez Sony, et puis au téléphone, il y a quelqu'un qui lui dit, tu t'appelles Vrej, c'est un prénom suédois. L'autre il dit, viens me voir et tu vas voir si je suis suédois. Bref, l'identité arménienne et moi j'ai la stéréo, mon père Manoukian et ma mère Délérian. Donc, mais c'était pas ça qui me constituait. Et petit à petit, en avançant dans le métier, on m'a envoyé un jour voir Charles Aznavour parce que la maison de disques était terrorisée et qu'ils avaient un projet qui s'appelle Jazz Navour. Ils ont dit peut-être qu'avec lui ça va passer. Effectivement, ça s'est fait. Aznavour, quand il me voit, il me fait ça me fait plaisir de voir qu'il y a des Arméniens qui font autre chose que cordonnier ou tailleur. Je fais bon. Bref, nous avons travaillé ensemble et tout d'un coup, avec ses amis qui ont mon âge, on se dit mais c'est quoi être arménien? Est-ce qu'on peut se définir? Et on était 4 et il y en avait 2 qui étaient putain de violents et de nationalistes, j'allais dire, je peux le dire parce que je les aime, limite à faire péter le champagne quand il y avait un tremblement de terre en Turquie, et 2 autres, et nous on était super gentils, un peu, on dit tout le temps oui, quoi. Donc on se disait, avec ça, c'est pas homogène notre histoire, il y a l'arménité, elle est où là-dedans? Et tout d'un coup, moi je dis, mon père ne m'a rien raconté. Et l'autre gars qui est à côté de moi et qui est le gentil aussi, il dit, moi, c'est pareil, mon père ne m'a rien raconté. Quand je dis rien raconté, ça veut dire rien raconté du génocide qu'ils ont vécu, de ces histoires. Et les 2 en face nous disent, nous, ils nous ont tout raconté dans les détails. Et tout d'un coup, c'est là que je me suis dit, là, il se passe un vrai truc par rapport à ce devoir à cette transmission de la mémoire. Comment ça se passe? Comment on peut faire? Moi, j'ai des enfants aussi. Qu'est-ce que je fais à 8 ans? Je leur raconte, on est issu d'un peuple qui s'est fait égorger comme des moutons et la grand-mère se sont fait violer et toutes ces histoires-là, impossible de les raconter. Mon père, quand on lui a offert son premier vélo, il avait 10 ans, il habitait Lyon, il s'est cassé à Grenoble quand même, genre pour fuir tous ces récits. Plus tard, j'ai rencontré Boris Cyrulnik qui disait, quand un enfant assiste à une horreur, il est moins traumatisé que par les récits. Mon père a été traumatisé toute son enfance par les récits de ceux qui se retrouvaient, parce que on oubliait qu'il y avait des gosses, on racontait tout ce qui nous est arrivé. Je viens de voir récemment, on m'a demandé de critiquer pour le Nouvel Obs le film de Fatih Akin qui s'appelle The Cut sur le génocide arménien. Et j'avais le DVD, j'étais avec ma famille et je dis, je peux pas le voir devant eux. Donc
J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai attendu d'être seul, et c'était la première fois que j'allais être confronté à ces images, finalement, puisque un cinéaste, par une œuvre ou par une littérature, on raconte avec encore plus de vérité cette chose-là. Mais qu'est-ce qui m'a le plus frappé? C'est le début du film. Parce que le début du film, le gars, en plus il s'appelle Nazareth Manoukian, il vit en Turquie avec sa femme, avec sa famille, et ils sont heureux, il va chercher les filles à l'école, et tout d'un coup je me dis, mais merde, il y avait une vie avant le génocide? Il a fallu que je voie ce film pour me poser cette question. Tellement, finalement, c'est quoi qui nous fait notre identité à tous? On est tous nés d'un génocide. C'est terrible comme j'allais dire, comme traumatisme psychologique. J'ai rencontré récemment une chanteuse arméno-syrienne, elle a une voix terrible, mélange d'Oum Kalsoum et de Nora Jones chez Razad Postmoderne, c'est formidable. En plus, elle est super canon. Bref, elle vient de Syrie. Son père est né dans la ville dont parle le film The Cut. Elle m'expliquait qu'en Syrie, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle savait même pas qu'il y avait des musulmans à Damas. Il faut le faire. Donc, ça veut dire que les Arméniens vivaient entre eux, dans leur quartier, dans leurs écoles et tout ça. Et elle me dit, à l'âge de 18 ans, quand j'étais à la fac, j'ai découvert qu'il y avait des musulmans. Et là, évidemment, c'était interdit, donc je suis sorti avec, c'était mon premier truc. Mais bref, la manière dont elle chante, tout d'un coup, elle chante des chansons arméniennes, mais avec cet orientalisme qu'on retrouve en Syrie. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je renouais avec cette partie de nous, qu'on le veuille ou non, parce que quelque part, et c'est légitime qu'on puisse avoir la haine des Turcs avec tout ce qu'ils nous ont fait, mais on était quand même des citoyens ottomans, quoi. Et c'est difficile à dire ici, devant plein d'Arméniens, et en même temps, je vois ce film où je vois les 10 premières minutes où il vit heureux, en Turquie. Je rencontre cette chanteuse, je bosse avec elle, et tout d'un coup, elle me ramène des choses, parce qu'elle joue avec les quarts de ton. Je fais écouter à mon père a 94 ans, et tout de suite, il me dit, elle chante comme une Turque. Alors qu'elle est arménienne, parce qu'elle a ce son dans la voix, parce qu'elle a ses quarts de ton. Mais il me le dit sans aucun problème, sans aucune ostracisation. Et lui, plus il vieillit, et il commence à parler turc. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais pas, ça remonte. Donc, la seule chose, et pour finir, et c'est pour ça que moi j'ai envie de continuer ce voyage, mais vers nos origines. Alors évidemment, je suis musicien, on va dire que je suis fleur bleue, on va dire que la musique, pendant que les peuples se cassent la figure, elle traverse les frontières. J'ai rencontré un joueur de doudouk qui m'a dit, les plus beaux modes, ils viennent des Azéris. Et en cachette, il allait bosser avec des musiciens azéris parce que, quelque part, nos racines sont là aussi. Alors, c'est le musicien qui veut rassembler tout le monde. La musique, par essence, rassemble. Mais l'idée, c'est que, évidemment, qu'il faut pas oublier. Et moi, la seule chose que j'aurais envie, ça serait de renouer. Souvent, on m'a dit, ça t'a fait quoi d'aller en Arménie? J'y étais il y a 5-6 ans. Et moi, je réponds, mais quelque part, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon pays. Moi, le pays de mon grand-père, c'est Amasya, la ville. La ville de mon grand-père maternel, c'est Adabazal. C'est là-bas que j'ai envie d'aller pour aller voir où ils vivaient et leurs racines. Or, il se trouve que c'est en Turquie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà. Alors, pour finir, Aznavour me disait, il faut que les Turcs fassent leur travail eux-mêmes. Il y a un double truc, et je sais qu'à Ratoragnan, tu vas pas être content, mais plus on oblige les gens de l'extérieur à dire, et puis ils risquent de se crisper, mais peut-être que l'espoir, c'est la société civile turque. C'est pour ça que ça m'a fait du bien ce que vous m'avez dit, même ce que tu as dit, Ara, quand tu as dit il y a 30% de jeunes qui sont en train pourtant les jeunes entre 17 et 25 ans, tu vois. Donc, si ce travail est en train de se faire là-bas, et si nous, quelque part, ça pouvait nous permettre de nous rebrancher avec une partie de notre histoire qui est oubliée, ça serait plutôt assez sympa. Mais là où on ne risque pas d'oublier, c'est que la musique est toujours là.
Merci beaucoup André pour ce témoignage extrêmement émouvant aussi. Franz Olivier, je crois que vous vouliez réagir à l'optimisme que certains énoncent ici pour... Je vois bien que tout le monde n'est pas optimiste, mais je crois que ce qui se dégage quand même plutôt, c'est un certain optimisme. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire avec la communauté arménienne, c'est qu'elle démontre la véracité de la célèbre formule de Nietzsche, enfin qu'il a piqué d'ailleurs Alexandre le Grand, qui est « ce qui ne vous tue pas vous renforce ». Bon, les survivants, ils sont là, ils ont fait des enfants. Et ils continuent à se battre. Robert Guiguion nous parlait tout à l'heure de la diaspora. La diaspora, elle est quand même très vivante, plus vivante que jamais. Et moi, j'ai l'impression que le grand État turc négationniste, il se fissure. Alors c'est vrai que bon, il y a un nombre de journalistes enfermés. On voit très bien. Et puis, je suis d'accord avec Ara sur les manifs. On n'y croit qu'à moitié. Mais on voit bien aussi qu'il y a de plus en plus de Turcs qui s'interrogent. Et je crois que moi, c'est ça le problème fondamental. Parce que c'est vrai que la pénalisation du génocide, tout le monde est pour. Moi, je suis pour. Simplement, effectivement, si on était au Conseil constitutionnel, je ne sais pas très bien ce qu'on ferait. Parce qu'après, arrivent les Tutsis, arrivent les ceci, arrivent les Ukrainiens dont je parlais tout à l'heure, arrive machin. Qu'est-ce qu'on fait? Où ça s'arrête? Où ça commence? Donc là, c'est un casse-tête. Bon, c'est normal. Je le dis ici, c'est normal que la communauté arménienne demande la pénalisation du génocide, surtout quand un État génocidaire, récidiviste, qui aurait bien aimé, qui essaye aujourd'hui de liquider le maximum de Turcs pendant qu'il peut, grâce à Daesh. Enfin, on voit très bien, c'est tout à fait normal de le mettre en accusation. Mais de l'autre côté, c'est vrai que à partir du moment où on fait une loi, tout devient très compliqué. Et quelqu'un disait tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, oui, mais bon... Le Conseil constitutionnel, il pense aux Arméniens, mais derrière, il y a un nombre de peuples génocidés qui vont aussi aller dans cette brèche. Et est-ce que la question, c'est le... Non, mais c'est important parce que moi, je ne crois pas, par exemple, que la question ce soit... alors, si on donne à cela, il faut donner aussi à cela, et donc mieux vaut ne rien donner à personne. La question, c'est qu'il y a un moment un risque de trouble à l'ordre public, quand même. C'est-à-dire que ce qu'on décrivait en Turquie, mais ce qu'on a vu aussi en France, c'est des actes, des propos graves, en raison de la négation de ce génocide. Donc c'est pas juste une question théorique. Non, mais là, on est tous d'accord là-dessus. Il faut pénaliser le génocide, mais je dirais c'est l'État turc le vrai problème, plus qu'autre chose. Je dirais, il ne s'agit pas de lancer une grande croisade anti-turque, mais il y a vraiment un problème turc parce qu'il y a un État qui défend, qui nourrit, qui alimente le négationnisme. C'est ça le vrai sujet qu'il faut traiter. Parce que c'est vrai qu'une loi, c'est important, et moi j'espère que cette loi sera votée un jour, mais je reconnais qu'il y a un vrai travail. C'est pas un député qui peut envoyer ça comme ça se vote pas en 5 minutes, parce que ça soulève 1000 problèmes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous avez été extrêmement silencieux pendant toute la soirée. Pourtant, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez envie de réagir. Alors, je vais vous donner tout de suite la parole, monsieur. On va, si vous voulez bien, moi j'ai une règle, j'essaie de commencer par le fond, pour laisser aux plus timides la possibilité de s'exprimer. Donc s'il y a des gens au fond, je vois une main se lever. Donc si vous pouvez, on va vous donner un micro, si vous pouvez vous présenter et puis nous poser votre question ou partager votre réaction. Merci, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Maloumian, je suis le fils de Nick Maloumian, qui a été ancien secrétaire général de la LICRA et secrétaire général du Parti radical socialiste. Jadis, vous entendez? Non. Bon, alors je vais parler plus fort. Collez le micro à votre menton. Donc j'ai préparé un petit texte parce que j'étais sûr qu'on n'allait pas aborder les questions fondamentales, c'est-à-dire en fait la réponse à la question quelles sont les leçons pour l'humanité 100 ans après. Si je devais dire, je vais passer du papier. Si je devais dire quelles sont les leçons du génocide arménien, elles sont toujours actuelles, parce que le génocide est toujours en cours. Il est en cours, c'est pas un événement du passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut le dire, il faut arrêter de se mentir. Les Arméniens ont été massacrés par des unionistes qui étaient un mélange de darwinisme et d'islam, et les Arméniens ont bel et bien été tués au nom de l'islam. Et pas autre chose, et en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que dhimmi. Et ça continue encore aujourd'hui. Les attentats de Charlie Hebdo et tout ce qu'on voit dans le monde sur le fait que les musulmans se vivent toujours
comme des victimes du colonialisme ou comme des victimes de la technique européenne fait que on est dans une erreur grave de ne pas, les nations, en particulier l'Angleterre, qui est la grande responsable des conditions de possibilité du génocide arménien, en fait, ne pas reconnaître le génocide arménien, les laisser faire leur déni, c'est permettre à l'islam de se vivre comme une victime et jamais comme un oppresseur. Et en cela, ça fait que le statut de dhimmi est passé aujourd'hui au Moyen-Orient. Ça a touché les chrétiens d'Irak, mais ça touche aussi les Israéliens qui sont eux-mêmes des dhimmis sur une terre anciennement ottomane et qui sont de fait illégitimes à y être. Je suis abasourdi que personne ne dise ça. Je vous remercie. Des réactions partagées dans la salle. On va. Ara, vous voulez réagir à ça? Non, mais qu'il y ait eu une dimension djihadiste dans le génocide arménien, c'est un fait historique. C'est un fait historique, bien sûr. Maintenant, effectivement, dans notre approche de la question, on se doit de pas avoir la langue de bois. C'est vrai qu'il y a un totalitarisme djihadiste, islamiste extrême qui s'exerce dans tout le Moyen-Orient, et il n'y a qu'à voir que la présence des chrétiens d'Orient s'est réduite comme peau de chagrin. C'est une vérité. Mais en même temps, on se doit d'avoir un discours de responsabilité et de ne pas poser le problème autant que faire se peut en termes de religion, sans pour autant évacuer cette question, mais sans la rendre absolument prioritaire, parce qu'en plus, je ne crois pas que ça corresponde totalement à la réalité. Le paradoxe du génocide arménien, c'est que les unionistes étaient surtout des admirateurs de la Révolution française, c'était des modernistes, et enfin, on va pas faire un débat sur l'histoire, et c'est quand même ça la dimension prioritaire. Et il y avait, à côté de ça, effectivement, une dimension djihadiste, avec des appels d'un certain nombre d'imams, notamment dans la région d'Urfa, à la charia et à la guerre sainte, au djihad contre les Arméniens, ça c'est vrai. Mais fondamentalement, la mécanique génocidaire, elle était inspirée de méthodes modernes. Et puis n'oublions pas non plus que derrière, il y avait l'appareil d'État allemand qui était aussi présent. On pourrait aussi essayer de retrouver la filiation avec ces Allemands ces officiers allemands qui étaient également présents en 1900, tout à fait au début du siècle, en 1907, au moment du génocide des Héréros en Afrique, dont on a retrouvé également la trace dans le génocide des Arméniens, et qui, pour certains, faisait ensuite partie de la garde rapprochée d'Hitler. Et il y a un livre très intéressant qui vient de sortir aux États-Unis actuellement, en Angleterre, et qui raconte la fascination des nazis pour le système turc, pour Atatürk aussi, et Hitler se considérait comme un... Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Bah, le problème... Non, mais en fait, ok, je comprends que vous réaffirmez votre position, vous avez parfaitement le droit, mais on va quand même donner la parole à d'autres personnes. L'unionisme est toujours un mélange. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Monsieur Aratoranian, et je vous respecte beaucoup. Le problème n'est pas là. L'unionisme est un mélange de darwinisme, de Révolution française, de franc-maçon et de tout ce que vous voulez, et d'eugénisme par la joie de la race, etc. Mais ce sont des gens qui sont. C'est un mélange. Les génocides sont toujours un mélange entre la techné et une religion. Il y a toujours les deux aspects. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'unionisme est au pouvoir toujours, parce que le kémalisme, comme l'a montré Nichanian dans son dernier bouquin aux presses universitaires de France, qui est un excellent livre, paru en janvier 2015, il montre bien que le kémalisme est issu des unionistes. Et je dis que l'AKP, aujourd'hui, est issu
du kémalisme qui est lui-même issu de l'unionisme. Donc ces dimensions-là du statut de dhimmi, il faut continuer à en parler, et c'est ça la leçon du génocide arménien. C'est ça la leçon, parce que personne n'en parle toujours, et c'est pour ça que ça reste la leçon. Merci. Mais, oui. Juste 2 mots. Moi, ce qui me paraît intéressant, quand même, si on veut essayer d'universaliser un petit peu les choses et de tirer les leçons du point de vue humaniste, c'est surtout le fait que l'impunité du génocide arménien a institué un climat dans la région, parce que tout le monde y a assisté, tous les peuples, tous les États de la région étaient autour, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. Donc a institué dans la région une espèce de psychologie selon laquelle le massacre de masse peut être, la violence extrême, peut être un moyen de résoudre les problèmes, puisque ça a si bien marché, finalement, avec les Arméniens. Et les racines des événements qui se déroulent, la barbarie, des gens qu'on égorge actuellement avec les caméras, etc., sous nos yeux au Moyen-Orient, les racines sont, on doit peut-être les chercher effectivement dans cette impunité du génocide arménien qui fait que la violence extrême comme moyen politique n'a pas été éradiquée dans la région. Okay. Bonsoir à tous. Moi, je ne suis pas d'origine arménienne puisque je suis française. J'aurais simplement voulu... Vous êtes française seulement? Je suis seulement française, oui. Je suis désolée. Non. Bon, j'aurais simplement voulu vous poser une question. Je suis un petit peu admirative et surprise de la façon dont vous pensez que l'Europe risque un jour de dire oui, il y a eu un génocide, quand on sait que la commissaire européenne a signé en 2013 un traité qui accepte la libre circulation des Turcs en Europe à partir de l'été 2017. Trouvez-vous ça normal ? Oui, on est au courant effectivement de ce traité. On a même posé la question au plus haut niveau quand il a été signé, parce qu'effectivement ce traité équivaut à une entrée de fait de la Turquie dans l'Europe, puisque les Turcs pourront circuler effectivement sans visa. Et ce n'est pas sans poser un certain nombre de questions, notamment du point de vue de la sécurité. Et quand on a posé cette question, c'était juste après que 3 militantes kurdes se soient fait assassiner au mois de janvier, il y a 2 ans, à Paris, par probablement des services secrets turcs. Et effectivement, il ne nous semble pas que la Turquie, en l'état actuel des choses, remplisse les conditions pour qu'on puisse lui ouvrir à ce point les portes et lui donner un billet d'entrée de fait dans l'Europe. C'est une ignominie, il faut bien dire les choses, puisque la Turquie souhaite rentrer dans la communauté, dans l'Union européenne déjà depuis des années, et c'est l'occasion ou jamais pour les États européens de régler l'histoire du génocide. Bon, ils ont cédé, ils ont laissé la chance passer. Et donc là, moi, je trouve c'est typiquement un combat que vous devez mener. Parce que c'est là-dessus que vous voyez, moi je pense que l'histoire de la pénalisation du génocide, je suis pour, j'ai bien dit, il faut bien me comprendre, je suis pour. Je dis simplement c'est une question extrêmement compliquée qui ne peut pas être réglée comme ça en 5 minutes, et même en 1 an, parce que c'est un grand débat, forcément, qui va commencer. Tout État normal et responsable, il est obligé d'ouvrir un grand débat. En revanche, il y a un État négationniste, génocidaire, puisque quand on dit génocidaire, c'est pas seulement 1915. Quand on voit ce qui s'est passé encore tout récemment, il y a quelques semaines avec les Kurdes, enfin ils avaient trouvé une occasion de liquider, de massacrer encore des milliers de Turcs. Donc il y a une espèce de tradition génocidaire. Ça se discute. Ça se discute. Et nos États européens ont été incapables, par un mélange de mollesse, d'indolence et de démagogie, il faut bien dire les choses,
de jouer le chantage qui était quand même le minimum à faire. D'autres réactions, d'autres questions? Bonsoir. Je voulais dire, évidemment, on attend tous de la Turquie, spécialement cette année, que ça change. Mais je voulais avoir une pensée pour tous les Arméniens et non-Arméniens qui n'ont pas pu rentrer ce soir. Ici, je veux dire, c'était assez chaotique comme organisation. Quelle réparation ou, je ne sais pas, geste pourriez-vous avoir pour eux? Notamment, je pense à mon oncle Hugues Parognan qui a dû rentrer à Issy-les-Moulineaux. Vous connaissez l'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Non, laissez tomber. La règle du jeu, les nouvelles d'Arménie. Non, mais alors bon, d'abord, désolé pour voilà cette réponse, cet intermède technique. Donc, mais j'imagine qu'il n'est pas le seul à se soucier de cela. Donc, d'abord, ce sera rediffusé. Donc, les débats seront rediffusés et disponibles sur Internet en intégralité dans les tout prochains jours pour ceux qui auraient manqué cette soirée. Et puis, oui, c'est vrai, il faut le dire, cette soirée est victime de son succès. Donc, merci à ceux qui sont venus nombreux. Et désolé pour ceux qui n'ont pas pu entrer et qui n'ont pas pris la peine ou qui n'ont pas pu s'inscrire auparavant. Voilà. On va prendre d'autres réactions. Oui, je dois dire qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et ce matin, à la règle du jeu qui enregistrait les demandes pour venir, on nous a expliqué qu'il y avait une liste d'attente de 720 personnes. Bon, l'année prochaine, ce sera à Bercy. Donc l'année prochaine. Bien, on va prendre peut-être des questions dans le milieu de la salle pour ceux qui pourraient en avoir. Ouais. Monsieur, vas-y, alors, je vous en prie. Alors, je me présente, Vartan Berberian. Il y a des questions très très simples que je voudrais poser à tous nos hommes politiques, à tous les Français, comme nous d'ailleurs, aux Européens. Si nous apprenions que à Berlin, aujourd'hui, il y a un boulevard Hitler, et que de surcroît, il y ait un monument à la gloire de Hitler, et que dans les écoles allemandes, on apprend aux enfants, dès l'âge de 6 ans, que sans Hitler, les Juifs auraient massacré tous les Allemands. Eh bien, je suis désolé de vous dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, où les cendres de Talat Pacha sont retournées à la demande du gouvernement turc qui prévoyait quelque chose, sont retournées à Ankara, et il y a un boulevard qui porte son nom, et il y a un mausolée à sa gloire. Et on apprend à tous les enfants turcs que sans Talat Pacha, je précise bien, les Arméniens auraient massacré tous les Turcs. Et Gallipoli n'est plus ni moins que quelque chose dans ce genre-là pour faire encore oublier. Et nous sommes en train de mordre là-dedans. On n'a pas à en parler. N'oublions pas que Talat Pacha a été condamné à mort par contumace par un gouvernement turc. Et qu'il n'a pas été assassiné par Solomon Tehlirian. Il a été exécuté. Autrement dit, l'Arménien a fait le travail du bourreau turc pour venger sa famille. Alors écoutez, il vaut mieux faire connaître à tout ce qui est en France, et à chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais, et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compréhensif que tout le reste. J'ai une formation qui est un peu différente. J'ai écrit, je ne suis pas là pour faire la publicité d'un livre, je suis né apatride, comme beaucoup d'Arméniens. Mes parents sont venus en 1923. Je suis né apatride. Je suis devenu français, je suis français aujourd'hui, et j'ai dédicacé un livre à mes 3 patries. La France en premier, l'Arménie en second, et la marine qui a été toute ma vie. Voilà, je voulais...
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Madame? On va vous donner un micro. Merci. Oui, je voudrais dire que si la Turquie, là, cette intervention me permet de dire ce que je voulais dire, si la Turquie a le pouvoir de se comporter comme ça aujourd'hui et de mettre des statues de Talat Pacha et autres, c'est tout de même grâce à nous. Parce que qui a signé le traité de Lausanne, c'est nous. La France, entre autres, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Or, le traité de Lausanne récompense, c'est pas qu'il est impuni ce génocide, il est récompensé. À la minute où on parle, ce génocide est récompensé. Donc la Turquie, elle a beau jeu de faire cela. Alors c'est à nous de nous. Alors les leçons que l'on peut tirer de ces 100 années, c'est comment on peut se remettre en question, nous, Français, bon, d'origine arménienne, mais Français quand même, sur un territoire d'un pays qui a signé ce traité qui récompense la Turquie. Même si le président vient dîner, on s'en fout, n'empêche qu'on est dans un pays qui récompense la Turquie. Allez, encore quelques réactions, peut-être. On va prendre une salve de réactions et puis auxquelles vous réagirez à votre tour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur. Récemment, un député belge du Vlaams-Blok vient de poser au Parlement européen une demande de reconnaissance du génocide arménien. Beaucoup de signataires de cette demande sont célèbres en France. Marine Le Pen, Florian Philippot et beaucoup d'autres. Je voulais savoir ce qu'en pensaient les intervenants. Personnellement, je suis pour. Et je ne signe pas pour Le Pen, mais je suis pour. Je voulais savoir ce qu'en pensaient les intervenants. Si vous voulez, je peux vous dire moi ce que j'en pense. Je pense tout d'abord que le génocide et les victimes du génocide n'appartiennent à personne, à aucune famille politique, même pas à nous-mêmes. Donc on ne peut pas dénier le droit à qui que ce soit de faire une action en ce sens. Cela étant, en ce qui nous concerne, au CCAF et dans tout ce qu'on a entrepris, on a essayé d'éviter de faire en sorte que aucune tendance politique, quelle qu'elle soit, ne s'approprie les victimes du génocide, et on a toujours essayé de faire en sorte que l'ensemble de créer un consensus entre l'ensemble des forces politiques pour défendre le problème afin qu'il ne soit pas instrumentalisé par une force ou par une autre. Par ailleurs, en ce qui concerne effectivement cette demande de l'extrême droite, disons les choses comme elles sont, je crois qu'il faut aussi rappeler quand même que le génocide des Arméniens a été le résultat d'une idéologie totalitaire et qui procédait par l'exclusion, et que là, il faut quand même être pour le moins prudent par rapport à ce type d'initiative venant de mouvements qui eux-mêmes ne sont pas des plus clairs par rapport à ce type de procédé. Robert, c'était public, donc je vais rien dévoiler. Je crois que vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle. Ça vous fait quoi de savoir que Marine Le Pen est d'accord avec vous sur un sujet au moins? Je suis tout à fait d'accord avec la position d'Ara. Moi, je crois qu'il ne faut pas parler de ça plus que ça. Moi, je ne m'afficherai pas en compagnie de ces gens-là, même s'il fallait revendiquer devant le Parlement européen, je ne me mettrai pas dans le même siège, je ne m'assierai pas à côté, voilà, je me mettrai un petit peu plus loin. Voilà. Okay. D'autres réactions? Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend bien. Je m'appelle Anouche Tsagoyan, j'ai 23 ans. Mais on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci. Je suis levée en Pardon, fait. Vous étiez au fond. Hop. Salut. Voilà. Donc moi j'aimerais bien revenir sur le thème principal de cette conférence qui est quelles leçons
pour l'avenir, alors j'aimerais parler humblement du haut de ma vingtaine d'années pour dire moi les leçons que j'en tire et que j'aimerais qu'on avance vers l'avenir en quelque sorte. Je pense que les leçons, elles sont sur 3 terrains. D'abord en France, puisqu'on est tous français, je pense, dans cette salle. Je pense que comme l'atteste la présence de Robert Guédiguian et d'André Manoukian, je pense que la culture en France des personnes d'origine arménienne est importante et qu'on a un vrai devoir en tant que Français d'origine arménienne de perpétuer cette culture et de la faire vivre. Et d'autre part, voilà, ça c'est un premier point. Je pense que transmettre aux générations futures la culture arménienne, c'est très important. Et le deuxième point, c'est que malgré ce qu'a dit André sur le fait que l'Arménie n'est pas, certes, le pays de nos ancêtres, je pense que nos efforts doivent aussi tendre vers l'Arménie, justement, faire en sorte qu'elle puisse se développer, parce que c'est ça le vrai terreau de la culture arménienne dont je parlais, et que si cette Arménie se vide de ses forces, tant humaines qu'économiques, ça aura un impact sur la diaspora arménienne. Donc je pense que c'est le deuxième terrain d'action en quelque sorte. Et je ferai un peu le tour de tous les invités ce soir. La jeunesse en Turquie aussi, dont vous parliez et dont parle votre livre, je pense que c'est aussi un terrain d'action qui est important. Il faut qu'on les soutienne. Et c'est très bien que certaines personnes parmi nous ce soir le fassent. Et donc voilà, tout ça pour dire que je suis peut-être un peu confuse. Mais que pas du tout, vous êtes très clair. Merci. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs... Et ce qui est bien aussi, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui a des armes que nos ancêtres, nos grands-parents n'avaient pas avant, qui sont les armes juridiques, politiques et culturelles aussi. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est très important. Voilà. En fait, je me suis peut-être un peu mal exprimé quand on m'a demandé mon avis encore comment c'était, et j'ai pas dit que j'en avais, enfin que ça m'intéressait pas. Au contraire, j'étais même plus qu'ému, mais c'était pour moi j'avais un besoin de tout d'un coup de refaire un chemin qui avait été fait autrefois. Et évidemment, il nous reste plus que ce petit pays. Je crois qu'il y a 3 ou 4 millions d'habitants à peine, et en plus de ça, il y a encore beaucoup d'Arméniens qui s'en vont de là-bas. Et c'est un drame. Mais en même temps, quand j'étais là-bas, donc à Yerevan, je suis allé à Yeshmiadzin, j'ai fait un peu ce que font tous les Arméniens. On voit et quand on voit ces ruines qui datent d'il y a très très longtemps, quand on voit que la mémoire est là-bas, et quand on voit que ce petit pays qui n'a rien, pas de pétrole, pas de minerais, que dalle, produit des génies comme Tigran Amassian, je me dis tiens, là il se passe enfin quelque chose. Et surtout ce fait aussi j'étais confronté avec, effectivement, vous parliez de la culture de ce pays, et je me suis rendu compte à quel point elle était importante, à quel point dans chaque famille il y avait de la musique, à quel point ces traditions d'hospitalité, on l'a tous un peu vécu si on a été là-bas, sont là-bas et vivantes. Alors c'était aussi peut-être parce que sous l'époque soviétique, ils n'avaient pas de quoi regarder des films à la con, et du coup, comme ils pouvaient pas écouter des musiques, d'ailleurs, ils la faisaient eux-mêmes. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'était Monsieur Turuk qui me disait que on produit les plus grands chimistes qui soient là-bas. Si on n'a pas de pétrole, je crois qu'on a beaucoup d'intelligence. Et pour finir avec l'intelligence, les bribes de récits que j'ai eues de ma grand-mère, qui elle a été déportée, sa survivance, c'était parce qu'elle a vu que le chef du convoi turc était très pieux. Il faisait sa prière 5 fois par jour. Et elle lui a simplement dit, si tu es pieux, au nom de ton Dieu et de ta religion, comment peux-tu laisser faire ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle lui a parlé dans son langage à lui.
Et lui a dit, écoute, tant que tu seras sous ce qu'on voit, tu seras sous ma protection. Elle avait 7 sœurs, donc vous imaginez cette fille. Mais tout ce qu'a fait ma grand-mère, c'est qu'elle s'est mise à lui parler dans sa langue. Et je crois que ça aussi, c'est une qualité de l'arménien, c'est-à-dire qu'on a inventé la PNL avant tout le monde, c'est-à-dire essayer de parler le langage de l'ennemi pour se faire comprendre. Parce qu'au fond, c'était une histoire de survie. Donc, c'est sûr que je pense que si aujourd'hui on est toujours là et qu'on parle toujours, c'est parce que cette culture, elle est plus vivante que jamais. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous avez entendu beaucoup de choses ce soir, beaucoup de choses qui ont été dites. Comment vous recevez tout ça ? Je crois que vous avez pris... Ça marche ? Cher ami, d'abord, merci. Les merci majuscules des deux côtés. Vous savez, tous les événements dédiés au génocide arménien nous touchent beaucoup. Ils nous représentent, disons, les témoignages d'engagement, de conviction, de compassion des peuples français à cette grande tragédie du peuple arménien. Il brise les frontières et ainsi se relier, disons, passé au présent. Vous savez, beaucoup de mes collègues, les diplomates, me posent cette question. Pourquoi la France toujours au premier rang pour la reconnaissance du génocide? Je dis, à mon avis, c'est très simple, parce que la France, c'est l'État des droits de l'homme, c'est l'État de justice. Et, disons, tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, c'est d'abord pour la justice. Parce que, franchement, les jeunes Turcs, quand même, les autorités à cette époque-là, a privé les peuples arméniens, disons, les droits fondamentaux, les droits suprêmes, celui à vivre. Et disons, le combat des peuples arméniens pour la reconnaissance de cette privation. Le combat pour la justice, le combat pour les valeurs universelles. Et je crois qu'aujourd'hui, quand, disons, le peuple de Haut-Karabakh mène ce combat pour le droit de vivre sur le terrain de ses ancêtres, ça aussi aux valeurs, au nom de les mêmes valeurs. Et voilà ce que je vous propose. Soyons et restons solidaires dans ce combat. Et soyons un peu prudents et vigilants. Merci. Merci beaucoup. Il est l'heure de conclure cette soirée. Je vais laisser Ara dire le dernier mot. Je voulais vous remercier. On prend encore quelques questions, Maria, c'est ce que tu m'indiques ? Ok, alors on va prendre une dernière vague de questions, vraiment rapidement, et puis on conclura. Bonsoir, Van Megerdichian. Ma question pour les intervenants, c'est sur la politique actuelle de Turquie aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, pour moi, je suis libanais arménien, avec toutes les actualités il y a 3 ans, 4 ans maintenant. En Turquie, il y a 2 choses importantes. Il y a la politique intérieure, ça change beaucoup, et la politique étrangère pour Turquie, ça change. La première chose de politique intérieure, c'est qu'il y a un mouvement islamiste contre-nationaliste en Turquie. C'est la première fois. Et la deuxième chose, en politique étrangère, c'est la première fois depuis la Première Guerre mondiale, il y a changement territoire, il y a changement frontière, il y a pluralisme de peuples. Ça veut dire aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, on va avoir un pays qui s'appelle Kurdistan. Je suis sûr que ça, on va arriver à ce jour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour la cause arménienne avec ces 2 changements? Merci. En effet.
Oui, Anaïd Nabédian, je suis linguiste. Il a été dit ce soir à plusieurs reprises qu'il y a 1000 façons d'être arménien, qu'il n'y a pas de pureté, qu'il y a différentes sortes de cultures, différentes façons de chanter. Je pense que vous parliez de Lena Chamamian. Et je crois que c'est très important de le comprendre aujourd'hui au moment où on commémore ce génocide et où on pense aux revendications, où on pense aux leçons à tirer et aussi aux choses à négocier face à ça. Je fais partie des signataires du manifeste du rêve commun avec des intellectuels turcs. C'est une démarche qui n'est pas nécessairement évidente et qui en même temps qu'il est tellement évidente. On entend des discours contradictoires sur ces choses-là. Il est même de bon ton. Je travaille actuellement au Liban et il est même de bon ton dans certaines franges de la communauté arménienne du Liban de dire qu'en cette année du centenaire, parler de culture, c'est tuer les revendications, c'est être contre-productif et qu'il faut parler uniquement des revendications. Je crois que peut-être un des messages que la communauté arménienne de France peut faire entendre, c'est cette sensibilité à la diversité. Je fais du terrain en Arménie, en Artsakh, en Syrie, au Liban. Il y a beaucoup de crypto-arméniens en Turquie. C'est encore une façon d'être arménien qu'on n'a pas encore décodé jusqu'au bout. Il y a un chiffre de 2 millions qui circule et donc ça pourrait être le secret de la querelle des chiffres sur le génocide. Combien ont disparu, combien sont morts, combien sont cachés. Je crois que toutes ces démarches qui sont faites en même temps par des personnes différentes selon leur sensibilité, ceux qui veulent mettre plus en avant l'humanisme, ceux qui veulent mettre plus en avant les combats politiques, sont complémentaires les unes des autres. Alors certains ont parlé d'union, je crois qu'elle se fait par elle-même parce que la motivation de tous est la même. Mais je crois que aider la Turquie à accoucher de ce qui l'empêche de reconnaître ce génocide, de ce qui empêche le peuple de demander à ses dirigeants politiques de reconnaître ce génocide. C'est une tâche immense, c'est très difficile parce que ça se fera pas à pas, mais je crois que c'est très important aujourd'hui. Je voulais simplement témoigner un petit peu de cela ce soir. Merci beaucoup. Allez, on va prendre encore 2 interventions. Mademoiselle, qui levait la main là, et puis monsieur devant. Oui, bonsoir Anaïd Dasseux. Je voulais juste reprendre un mot d'André Manoukian tout à l'heure qui a parlé d'assimilation pour son grand-père, et je trouve que c'est très important de faire une petite précision là-dessus. C'est qu'effectivement, cette génération-là, la première, s'est appliquée à s'assimiler en France une fois exilée. Et que la grande différence par rapport à la question du débat ce soir, quel avenir pour l'humanité, c'est... J'étais très touchée par l'intervention d'Anouche parce que c'est eux l'avenir de l'humanité arménienne, mais de l'humanité de manière plus générale. C'est-à-dire que je vous suis reconnaissante de ce débat. Il me semble fondamental que la colère dans Arrête Aragnan et tout ce militantisme existe pour que la culture puisse continuer aussi à émerger, puisque la visée génocidaire, c'est d'effacer la culture, la religion et le nom. Donc la culture, elle ne s'efface pas à partir du moment où on peut, depuis la 2e, 3e génération, commencer à être intégré dans une culture, c'est-à-dire à accepter l'autre dans ses différences, et non pas l'assimilation qu'ont eu nos grands-parents. Ça m'émeut d'y penser, parce qu'on a tous cette même histoire, effectivement, qui est de se taire, de surtout pas ne pas faire de vagues, ne surtout pas dire qu'on est arménien, qu'on a été différent, quoi, voilà. Mais que petit à petit, la 3e, la 4e génération sont fiers par la culture et grâce aux actions de ceux qui portent la colère et les actions politiques, la culture peut venir donner envie à nos jeunes, à nos enfants, de continuer cette existence-là. Voilà. Absolument. Merci. Monsieur. Ma question est adressée surtout à Laure Marchand. Et ça ne vient pas d'un diplomate ni d'un Arménien. Vous qui avez vécu en Turquie, vous qui avez pas mal côtoyé les autorités, la société turque, je vous serais reconnaissant de m'aider à comprendre pourquoi ils s'entêtent. Parce que la simple logique dit que toute reconnaissance aiderait la Turquie à s'en sortir agrandie, au contraire. Et la logique d'un Arménien ou d'un simple mortel veut dire que
tout leader turc qui aurait fait ce grand pas de reconnaissance serait un leader mondial. Alors, aidez-moi à comprendre, pourquoi est-ce que les Turcs s'entêtent ? C'est la question de la fin, c'est une question difficile. Effectivement, pourquoi la Turquie, 100 ans après, s'acharne à nier l'évidence, pourquoi la Turquie ne peut pas faire face à son histoire. Et on voit que ces résistances très très fortes. Alors la question des réparations a souvent été mise en avant, que ce soit des réparations territoriales ou des réparations financières. Bon, on sait aujourd'hui malgré les dans la diaspora, une partie de la diaspora demande des réparations géographiques, territoriales. Elles sont peu probables. Il est peu probable que la Turquie accepte des réparations géographiques. Concernant les réparations financières, est-ce que ça suffit à expliquer les blocages de la Turquie ? Aujourd'hui, la Turquie est un État qui a une économie assez prospère pour se permettre de reconnaître le génocide et d'en assumer les conséquences financières. Alors effectivement, ces résistances sont bien plus profondes et sont bien plus compliquées. Alors quand on me pose cette question, on me la pose souvent. Moi, je me réfugie un petit peu derrière Taner Akçam. C'est bien pratique, mais d'un autre côté, c'est une autorité incontestable. Et lui a longuement réfléchi à cette question. Il y a consacré des années et des années de recherche, et il en est arrivé à une explication. Aujourd'hui, il pense que la Turquie, cet État-nation, s'est fondé en partie sur la disparition des Arméniens. Et donc pour la Turquie, reconnaître cela, c'est être confronté à un problème d'identité. Qui suis-je ? Je me suis fondée sur la disparition d'un autre. Et ça, c'est très très compliqué. Quelle identité pour remplacer ça ? Et c'est vrai que c'est une explication qui permet d'expliquer ces résistances très fortes. Merci beaucoup. Pour conclure cette soirée, je donne tout de suite la parole à Arat Oranian une dernière fois. Non, je ne suis pas toujours en colère et je salue d'ailleurs les intellectuels qui ont signé cette fameuse pétition Faisons un rêve commun, qui est effectivement un très beau texte, avec des propositions aussi, c'est bien. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, bien sûr, nous sommes des Arméniens, nous sommes aussi des Français, nous sommes aussi une part de l'humanité. Et quand nous défendons la cause arménienne, je crois que ça a du sens parce que nous remplissons notre quote-part dans le mouvement général de l'humanité vers plus de démocratie, vers plus de droits de l'homme, et vers plus de progrès et plus de fraternité. Je crois que c'est fondamentalement ça aussi qui nous guide. Les horreurs que nous vivons aujourd'hui ont été enfantées hier, et ce que nous ferons ou ne ferons pas aujourd'hui accouchera d'un futur ou accouchera de demain. Donc tout ça s'inscrit bien évidemment dans un vaste mouvement et dans un vaste combat universel. Merci beaucoup, merci à nos invités d'avoir partagé avec nous leurs réflexions, leurs visions, leurs engagements, leurs émotions également. Merci pour la très grande qualité, je dois dire, de l'ensemble des interventions, de vos interventions dans la salle. Une commémoration, c'est jamais un moment simple, parce que c'est un temps de recueillement, mais compte tenu de tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est aussi un temps de renouvellement, d'entretien du combat, de la ferveur militante, terminé sur un souhait, celui que bientôt nous n'ayons plus à nous soucier de la bataille, mais simplement celui de se souvenir de cet événement et de se souvenir de ces morts. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous retrouverez donc ce débat sur Internet dans quelques jours. Je remercie le Cinéma La Pagode de nous avoir accueillis, et je remercie enfin Maria de França, la rédactrice en chef de La Règle du Jeu, d'avoir donné l'occasion de l'animer. Bonsoir.